suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Raphaël. Donc Céline Vidal, tu es founder et managing director de Patrimolink. Tu nous reçois dans tes bureaux au cœur de Central à Hong Kong. Je vais te demander déjà de m'expliquer qu'est-ce que c'est Patrimolink en une phrase. Est-ce que tu peux résumer ? Oui, bien sûr. Patrimolink, c'est un cabinet qui s'est spécialisé dans l'organisation de projets immobiliers à distance auprès de non-résidents. D'accord. Donc typiquement, un achat d'un bien immobilier ça peut être un Français expatrié à Hong Kong. Un non-résident de manière générale, donc un Français expatrié à Hong Kong, une personne de toute nationalité qui est hors de France est considérée comme un non-résident. Donc toute nationalité peut acheter un bien en France. Donc notre cible, on va dire, et notre cœur de clientèle, c'est effectivement des Français qui sont expatriés et qui recherchent à capitaliser via l'acquisition d'un bien immobilier. Mais on travaille aussi avec d'autres nationalités par ailleurs. D'accord. Tu es à Hong Kong donc depuis 2008, si je ne me trompe pas ? Ouais, bientôt 14 ans. 14 ans, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé ici ? Je crois que ta première activité, ton premier travail était très différent de ce que tu fais aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'était dans une autre industrie. Donc l'Asie m'a permis aussi un changement de carrière. Et à mon arrivée, j'occupais un poste d'area manager pour un groupe français, un groupe qui était dans la pharmaceutique et dans la cosmétique. Et je m'occupais de leur marché en Asie. D'accord, donc c'est eux qui t'ont envoyé depuis la France en fait ? Non, je suis venue à Hong Kong et j'ai trouvé ce poste depuis Hong Kong. D'accord. Ouais. Et alors, donc d'arriver, est-ce que tu connaissais déjà l'Asie ? Et d'arriver à Hong Kong, de chercher un travail en connaissant personne, j'imagine, comment ça se passe ? Je ne connaissais pas l'Asie, tout du moins je n'y étais jamais allée. J'ai trouvé la recherche de travail finalement pas si simple que ça au démarrage. Mais j'ai assez vite compris la puissance des connexions du réseau. Mm-hmm. Et effectivement, c'est un peu dans ce cadre que j'ai trouvé ce premier emploi. D'accord. Et donc, tu es resté pas loin de 7 ans à ce poste, ou en tout cas dans cette entreprise, c'est ça ? Oui, exactement. Et alors, tu nous as dit changement de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que tu as voulu changer ? Comment est-ce que tu as eu l'idée, l'opportunité de lancer Patrimolink ? Patrimolink, ça s'est vraiment lancé sur un projet personnel à la base, qui était justement le désir, la prise de conscience finalement que, au-delà de tout ce qu'on vit en Asie, c'est quand même une vie assez palpitante, dirons-nous, mais c'est une vie aussi qui coûte assez cher, et je me suis rendu compte que je n'avais sûrement pas assez capitalisé, et donc l'idée c'était moi-même de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai rencontré des personnes en France dont le métier était notamment autour de la promotion immobilière. Et en fait, c'est notamment une rencontre avec un promoteur immobilier en France qui m'a un peu ouvert les yeux sur, bien évidemment, l'intérêt d'acheter qui était le but premier, mais un petit peu le potentiel de cette activité auprès de non-résidents, puisque initialement, quand j'ai eu ce projet, mon premier réflexe a été d'essayer de trouver des acteurs en local qui faisaient peut-être ce métier. Et à l'époque, bien que ça s'est beaucoup développé, on va dire, cette activité en Asie, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'acteurs probants, ou en tout cas, je n'en avais pas rencontré. Et donc, pour aider les gens à faire des investissements immobiliers à l'étranger, quoi. Exactement. Il n'y a pas trouvé de solution, quoi. Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est en rentrant en France et via cette rencontre avec une personne qui avait vraiment la visibilité sur ce monde des non-résidents qui investissent et tout à distance, que l'idée a germé. Et après, petit à petit, je me suis lancée et l'aventure a démarré, on va dire. D'accord. Et donc, typiquement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aidé je vais me faire l'avocat du diable. Moi, j'ai acheté un bien immobilier en France en étant expatrié moi-même.
Moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir une famille qui m'a aidé sur place, mais pourquoi on a besoin de se faire aider ? Alors, je vais aussi pas forcément parler pour ma propre paroisse, mais il y a beaucoup de gens qui investissent en direct, donc ce n'est pas impossible de faire ce projet seul. Néanmoins, constituer un patrimoine dans un cadre international, il y a au-delà du projet, déjà il y a un aspect civil à considérer, il y a un aspect juridique, il y a un aspect au niveau effectivement de la fiscalité. Donc je pense que déjà c'est très important de bien comprendre son marché et son fonctionnement avant de se lancer. Donc soit on a ses connaissances, soit on les a pas, et on est bien sûr là pour accompagner la personne et structurer son projet fonction de ses objectifs, mais également de sa situation maritale et civile de manière générale. D'accord. Donc, en suivant, c'est un projet qui est extrêmement potentiellement chronophage avec bon nombre d'étapes, la recherche d'un bien, la recherche d'un financement, les signatures des actes à distance. Donc bien évidemment, nous on agit comme des facilitateurs et on a une vraie valeur ajoutée par rapport aussi au sourcing des biens avec des offres qui sont assez larges, voire certaines fois exclusives. Donc on arrive à avoir une offre adaptée aux objectifs de nos clients. D'accord. Et vos clients, typiquement, est-ce que c'est des hommes, des femmes, des expatriés de grandes entreprises ou de PME, des entrepreneurs? Il y a un peu de tout. C'est quoi le type Nos clients, c'est des personnes qui sont expatriées et qui ont pris conscience de l'importance de préparer son futur. Puisque donc après c'est, j'ai envie de dire, des hommes, des femmes. Il n'y a pas de client type, il y a un peu de tout quoi. Exactement. Il y a des gens qui en prennent conscience très tôt et donc du coup effectivement on démarre assez rapidement. Et il y a des gens qui en prennent conscience un peu plus sur le tard, soit avec l'arrivée d'un enfant ou ce genre d'étape dans une vie où il y a une prise effectivement de conscience que encore une fois l'Asie propose une vie plutôt palpitante. Mais si on capitalise pas, étant sorti dans la plupart des cas, sachant que le statut d'expatrié, j'entends le statut contractuel, est de plus en plus rare, on est de plus en plus à être complètement hors d'un système de capitalisation. J'aborde même pas le sujet du système de capitalisation actuel en France, de savoir s'il est vraiment efficient. Mais donc, en étant complètement en dehors, il y a quand même une prise de conscience. Système de retraite, quoi. Voilà, exactement. Faut faire sa propre. Enfin, typiquement, à Hong Kong, on est souvent en contrat local, sans retraite à proprement parler, donc il faut s'en occuper soi-même, quoi, c'est ça. Exactement. Et faire des placements. Et puis, j'ai envie de dire, même des dépenses futures, d'études des enfants ou autres, donc l'arrivée d'un enfant, pour certaines personnes, c'est un petit peu l'élément déclencheur de cette prise de conscience. Est-ce que tu penses qu'on est dans une société chinoise où ici, quasiment tout le monde achète un bien immobilier? Dans la culture chinoise, ça, c'est hyper important. Est-ce que tu penses que les expatriés sont aussi influencés par ça? Ils se disent, tout le monde le fait, ils ont peut-être raison, j'ai aussi intérêt à investir dans l'immobilier ou... Alors, ouais, c'est une mentalité chinoise. Je dirais que c'est aussi une mentalité assez française. Il y a une grande majorité des Français qui pareil, exactement. Enfin, il y a quand même un amour pour l'immobilier en termes d'actifs d'investissement qui est. Alors bon, c'est assurance vie immobilier, mais bon, l'immobilier arrive en tête bien souvent. Donc, je dirais que je sais pas si c'est particulièrement asiatique, mais oui, il y a une prise de conscience et il y a un amour pour l'immobilier. Puis ça reste quand même encore plus. On va pas trop insister sur la situation sanitaire internationale, mais c'est un actif qui est très résilient et qui le montre encore plus, on va dire, par ces temps un petit peu plus compliqués économiquement. D'accord. Comment tu conseilles tes clients, justement, qui se demandent est-ce que c'est le bon moment pour acheter dans l'immobilier? Parce que l'immobilier a beaucoup augmenté en France ces dernières années, mais il y a aussi des cracks qui arrivent de temps en temps. Donc, je dirais déjà que le bon moment, c'est le moment où on est prêt. Parce que si on a la force d'attendre et on passe souvent à côté. Il y a énormément de gens, d'ailleurs, que je rencontre au bout de, 2 ans après une première rencontre, qui n'ont toujours pas justement franchi le pas à force de se poser énormément de questions. Néanmoins, pour répondre à la question sur le marché, il est resté extrêmement dynamique en France. Donc on a toujours un marché avec des volumes Alors les volumes ont un petit peu baissé du fait des confinements, puisque le marché immobilier en France, c'est aussi des marchés de résidence principale où les gens ont besoin de visiter pour acquérir un bien. Néanmoins, en termes de dynamisme et de prix, c'est un marché qui est extrêmement actif et dynamique et qui est bien évidemment poussé par un contexte d'emprunt et de financement avec des taux bas qui rend effectivement, qui permet un bel effet de levier et donc souvent des investissements efficients et pertinents.
Et ça, vous arrivez à faire bénéficier les expatriés de taux bas? Parce que si je ne me trompe pas, en tant qu'expatrié, les banques en France, par exemple, vont sûrement mettre un surplus au niveau du... Enfin, on n'a pas un taux aussi bon que quand on est un local, quoi. Alors effectivement, il peut y avoir un petit, on va dire, premium, si on peut appeler ça comme ça, au niveau des taux. Mais tout à l'heure, on parlait effectivement de réaliser des projets et de notre valeur ajoutée. Une de notre valeurs ajoutées, c'est d'avoir constitué un réseau qui est complètement en ligne avec le statut de non-résident, que ce soit au niveau des financements, que ce soit au niveau d'une réactivité, parce que je pense que c'est peut-être bête à dire, mais je trouve qu'on s'habitue à une société de services très efficiente en étant en Asie. Et donc, du coup, on a l'habitude d'avoir des réponses rapides, on a l'habitude que les choses aillent vite. Et c'est pas toujours la spécialité, on va dire, de certaines personnes ou de certaines situations en France. C'est une manière sympa de le dire. Et donc, du coup, effectivement, sur chacune des étapes, et notamment le financement, on a vraiment des personnes qui sont spécialisées pour financer un statut de non-résident, qui comprennent, je sais pas, un contrat local ou toutes ces spécificités, et qui permettent effectivement de regarder une offre compétitive. Donc, certaines fois, effectivement, il peut y avoir un premium, mais allez, je dis n'importe quoi, sur un taux de 1,2, on sera peut-être à 1,3, 1,4 sur un non-résident. Donc, ça reste quand même des conditions extrêmement favorables. Non, ça fait penser à... C'est vrai que moi quand j'ai acheté, j'avais la chance d'avoir un vrai contrat expatrié en Chine dans une grosse entreprise. Et j'ai trouvé ça hyper dur de m'endetter. J'ai l'impression qu'il valait mieux être au SMIC à la Poste en France que d'avoir un bon boulot, entre guillemets, à l'étranger. Ouais, quoi. Donc, ça... il faut rentrer dans les cases. C'est générateur de... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est générateur de pas mal de frustration parce que les banques gardent quand même une logique bancaire française. Donc, par exemple, typiquement, on sait tous qu'en Asie, même un CDI peut être beaucoup plus, je ne sais pas si volatile est le bon mot, mais en tout cas peut se casser beaucoup plus rapidement. Et si, par exemple, on est en CDD, en France, on n'est pas du tout finançable. Alors qu'ici, CDD, CDI, les frontières, on va dire, sont beaucoup plus nébuleuses. Mais un banquier, justement, typiquement, les gens qui habitent en Chine, sont souvent en CDD. Il y a des CDI et des CDD en Hong Kong, par exemple, je ne sais même pas quoi. Oui, il y a des CDI et des CDD. Sauf que, effectivement, on sait tous que le siège peut être éjectable de manière assez rapide, peu importe le statut. Donc, en réalité, pour nous, on se pose, après plusieurs années, on se pose pas la question. Une banque française, sachant quand les gens qui habitent en Chine continentale sont en CDD pour des problématiques de visa, dans la plupart des cas, tout du moins, la banque va avoir CDD, ça va être déjà première source de complexité, alors que c'est une personne qui a sûrement un pouvoir d'achat complètement, comme tu disais, potentiellement plus favorable que, je ne sais plus quel exemple tu as pris de SMIC en France. On a des bonus d'expatriation, typiquement. Enfin, un vrai contrat expat, on gagne plus que le même contrat en France, quoi. Donc, mais la logique bancaire fait que aussi, là, on est sur des projets d'investissement, à défaut d'une résidence principale. Et donc, la banque va toujours considérer le toit, on va dire son loyer actuel, comme une mensualité d'emprunt. D'accord ? Parce que l'idée, c'est j'investis, mais quoi qu'il arrive, il faut que je garde un toit sur ma tête. Donc, comme l'immobilier ici est très cher, on va dire les loyers sont quand même sur une fourchette haute, il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui ont un joli pouvoir d'achat, mais qui, aux yeux d'une banque, ne seraient pas finançables, du fait que le loyer représente déjà, par exemple, 33%, qui est la limite, on va dire, du taux d'endettement actuel. Donc, quelqu'un qui gagne 10 000 euros et qui a un loyer de équivalent 3 000 ou 3 500, ce qui est quand même assez classique à Hong Kong, cette personne-là, aux yeux d'une banque, n'est pas finançable. Donc il y a cette notion de reste à vivre qui peut être pris en compte, mais effectivement, complexité. Donc encore une fois, on y arrive, mais... D'accord. Et pour revenir donc plus aux biens que tu offres, donc c'est principalement pour acheter en France, mais aussi dans d'autres pays. Et est-ce que tu conseilles en France Paris ou plus la province ? Alors nous, on est effectivement, on garde une approche patrimoniale dans notre manière de travailler, mais pour le coup, on s'est vraiment spécialisé sur une industrie qui est l'immobilier et un pays qui est la France. D'accord. Donc on ne va pas du tout agir sur... uniquement en France, d'accord. Uniquement en France. Tes clients peuvent être dans différents pays, c'est ça ? Mais l'investissement se fait uniquement en France, ok. Tout à fait. Et donc effectivement, investir dans l'immobilier en France peut prendre différentes formes.
Je ne sais pas si tu veux que je te les développe, mais bon, effectivement, on peut aller sur des projets, on va dire, d'investissement locatif, où là, l'investissement génère un revenu qu'on appelle loyer. La fiscalité prend tout son sens selon que je loue un bien nu ou meublé. Il y a des produits qui sont un petit peu plus packagés, qu'on appelle des résidences de service. Et puis il y a aussi des structurations qu'on appelle nues propriétés, qui sont d'ailleurs des structurations assez bien adaptées justement à ce statut de non-résident que l'on travaille pas mal. Donc en fait, l'investissement peut prendre différentes formes. L'idée, c'est de effectivement rencontrer la personne, comprendre quels sont ses objectifs à court, moyen, long terme, et de structurer, on va dire, une stratégie d'investissement selon un produit ou une ville, sachant qu'effectivement, comme on s'est spécialisé sur la France, pour le coup, on n'est pas du tout limité à une ville plus qu'une autre. On a vraiment on intervient de manière D'accord. national. Et en tant qu'expatrié, enfin voilà, tu parlais par exemple de la différence entre louer en nu ou en meublé. Est-ce que il y a des choses qui correspondent plus aux expatriés par rapport aux Français moyens basés en France, ou c'est vraiment du cas par cas? La fiscalité, en tout cas si je parle de Hong Kong et de la France, est la même, si tu veux. C'est-à-dire que quand j'insiste pour dire Hong Kong et la France, parce qu'entre chaque pays, il y a ce qu'on appelle une convention internationale qui va gérer, on va dire, la fiscalité applicable dans le cadre notamment d'un investissement immobilier. La convention Hong Kong-France est claire, elle dit que c'est le lieu où est situé le bien qui va gérer sa fiscalité. En gros, j'investis en France, je suis sous la fiscalité française, au même titre qu'un Français en France. La seule différence avec un Français résident en France, c'est qu'il va y avoir des possibilités d'investissement qu'on appelle de défiscalisation, que par définition, un résident n'aura pas accès. Puisque la défiscalisation, c'est de dire j'ai un salaire, notamment, je simplifie, j'ai un salaire, je vais payer des impôts sur ce salaire, je peux investir dans un bien immobilier et les revenus issus de ce bien vont m'aider à baisser mon montant imposable, n'est-ce pas? Et donc, de ce fait, payer moins d'impôts. Comme je suis non-résident, de base, je n'ai pas de revenus en France. Donc, je ne peux pas bénéficier, par définition, de ces dispositifs de défiscalisation. Donc, effectivement, la fiscalité du meublé est une fiscalité qui va souvent être privilégiée parce que beaucoup plus optimisée, on va dire, qu'une fiscalité en nu. Néanmoins, les règles restent les mêmes pour un résident et un non-résident au niveau de ces statuts nus et meublés. D'accord. Alors, le fait d'être non-résident, donc tu dis que vu qu'on a a priori moins de revenus en France, on a moins d'opportunités de défiscaliser, c'est ça? Mais pourquoi est-ce que le meublé est en général favorisé? Parce que, exemple, j'achète un appartement, cet appartement me rapporte 1 000 euros. Sur 12 mois, je vais donc gagner 12 000 euros. Je vais avoir une imposition qui va s'appliquer, mais le législateur me permet de déduire certaines charges de ces 12 000 euros. Soit je rentre dans les détails, mais si on veut rester global, ce que je vous propose, parce que moi je peux en parler des heures, n'est-ce pas? Un prochain épisode peut-être. Mais en gros, pour simplifier la compréhension, c'est que les charges déductibles lorsque l'on a une location meublée sont plus importantes. Donc dans la plupart des cas, on arrive à déclarer plus de charges que de revenus, et donc j'arrive à un résultat dit déficitaire. Et donc, l'impôt s'applique, mais est effectivement égal à 0 quand le résultat que je déclare sur mes revenus est négatif. D'accord. Donc, en gros... Égal à 0 pendant une période donnée Pendant effectivement une période donnée. Donc là, ce que j'explique, c'est encore une fois des grandes généralités. J'insiste pour dire que chaque projet et chaque situation doit vraiment être étudiée à la lumière de toutes les informations de cette situation. Mais effectivement, ça permet sur un plutôt moyen terme d'optimiser cette fiscalité. Après, il y a d'autres manières de faire. Je l'ai mentionné, la nue propriété, qui est un investissement qui ne génère pas forcément le flux de loyer, reste une structuration très très efficiente, encore une fois, pour capitaliser sur des biens immobiliers. D'accord, ok. Et donc toi, ton service, donc ça commence pour structurer le projet, trouver le bien, ça va jusqu'à l'achat du bien. Ensuite, sur tout le côté location, etc., tu peux aussi aider, ou c'est des partenaires qui le font? Comment ça marche? Alors, ce n'est pas Patrimolink qui va aller louer un bien dans peu importe la ville de France. L'idée, encore une fois, c'est qu'on a constitué un réseau de personnes spécialistes dans leur domaine. Donc ça veut dire qu'un gestionnaire va faire que de la gestion
et ainsi de suite. Et donc du coup, effectivement, l'idée c'est que la personne soit accompagnée de bout en bout. J'ai même envie de dire au-delà. J'achète un bien, je le mets en location, nous on va être là jusqu'au bout, mais même au-delà sur, je sais pas, des questions où on est quand même sur des règles qui peuvent aussi évoluer. Donc on accompagne nos clients et les personnes qui nous suivent de manière générale sur toutes les problématiques immobilières. Mais effectivement, notre offre de service va de la rencontre, la définition de l'objectif, jusqu'à la finalisation du projet. Si finalisation, c'est la location, l'idée c'est qu'effectivement notre client ait un bien meublé s'il le désire et loué à travers notre réseau d'ailleurs, ou il peut très bien décider de faire meubler son bien par la personne qu'il désire et gérer son bien par je ne sais qui connaît par ailleurs. D'accord ? On n'est pas sectaire à dire vous êtes obligé d'utiliser tous ces services, mais l'idée c'est que personne se retrouve le bec dans l'eau à un moment du projet et qu'il puisse être accompagné de manière efficace, à distance, sur l'intégralité des étapes de son projet. D'accord, ok. Et donc tu commences à parler de ton réseau, enfin tu as aussi un réseau en Asie on peut dire, c'est ça ? Vous avez une équipe qui couvre la région ? Ouais. Tu peux nous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce que vous couvrez comme région et comment tu as développé, enfin tu as commencé à nous expliquer comment tu as lancé cette entreprise, mais on a un peu zappé le côté développement de Patrimolink, donc tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? Alors aujourd'hui on est une équipe de 6 personnes. On couvre effectivement intrinsèquement, comme la société s'est créée à Hong Kong, notre marché premier a été celui de Hong Kong, mais c'est assez rapidement, on va dire, régionalisé, on va dire sur la zone Asie, avec une équipe qui s'est constituée au fil du temps, une équipe que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup mes collaboratrices, je les trouve. Ouais, c'est vrai, mais je le dis. Voilà. Et donc, effectivement, une des premières qui a rejoint la société. Beaucoup de femmes, c'est ça ? Alors. En 2020, c'est tendance, mais je tiens à préciser qu'on n'est pas sectaire sur le sexe féminin, mais effectivement, on est une équipe 100% féminine. Et c'est une équipe qui s'est constituée, on va dire, au fil de l'eau. La première, Camille, qui nous a rejoint, c'était il y a à peu près 5 ans, donc c'était vraiment au démarrage de la structure. Et puis après, voilà, l'équipe s'est constituée. Pour l'instant, on a de la chance d'avoir quand même une équipe soudée qui est plutôt stable, avec vraiment très peu de turnover. Et je trouve qu'effectivement, ce sont des jolies collaborations qui nous permettent désormais d'avoir une présence qui est beaucoup plus régionale, voire même qui dépasse un petit peu désormais les frontières d'Asie. Donc on accompagne toujours des non-résidents, mais effectivement sur des zones un peu plus larges. D'accord, et bien sûr, intrinsèquement, présence sur la zone Asie. Donc beaucoup de clients français basés en Asie, j'imagine, aussi d'autres nationalités, voire même des locaux aussi. Alors principalement, c'est vrai qu'on travaille principalement avec des Français qui se sont expatriés en Asie ou sur d'autres zones, comme je viens d'expliquer. Mais effectivement, de plus en plus, on travaille avec soit des couples mixtes beaucoup, et effectivement d'autres nationalités. Donc, on a des locaux qui ont investi effectivement sur des actifs en France. J'ai envie de dire, peu importe la nationalité. Quand je dis des locaux, en l'occurrence, je pense à une personne hongkongaise, mais on a des personnes d'autres nationalités qui nous contactent pour réaliser ce genre de projet. D'accord, avec un intérêt pour la France, forcément. Forcément. Ouais. Si on nous contacte, généralement, soit on s'est trompé, soit on a un vrai intérêt pour la France. C'est logique, mais je veux dire, il faut se mettre dans la peau d'une personne locale hongkongaise qui va se dire, je veux acheter en France, voilà, Patrimolink peut m'aider à le faire. Il y en a quand même, enfin, je veux dire, la France garde quand même un certain attrait. Donc après, on est un peu stigmatisé par cette notion de fiscalité, mais quand on la comprend et puis quand on la maîtrise, encore une fois, il y a des structurations intrinsèquement, elles n'existent pas. Par exemple, je reviens sur cette notion de nue-propriété, c'est vraiment intrinsèquement quelque chose qui n'existe pas sur un système, sur un immobilier asiatique. Donc, c'est des structurations qui intéressent et qui permettent effectivement qui ne sont pas réservées, on va dire, à un non-résident français. Donc, encore une fois, quelle que soit la nationalité, il y a toujours un attrait par la France sur des personnes qui sont non-résidentes, non-françaises, soit de par leur travail, soit
l'attrait de la France d'un point de vue général sur le pays et vraiment une volonté d'investir. Je trouve quand même que la France a plutôt, au-delà de certaines visions qui sont certaines fois focus sur des grèves et de la fiscalité, on a quand même plutôt une image qui attire bon nombre de nationalités. Et quand tu parles de fiscalité, c'est vrai que toi tu es dans une situation où Hong Kong, par exemple, si on investit à la bourse, il y a 0 fiscalité. Donc ça c'est quand même une comparaison. Enfin, je me mets dans la peau du Français qui va investir, qui va faire le choix entre l'immobilier et la bourse en France. Ici le choix est un peu différent aussi, quoi. Donc je comprends tous les attraits de l'immobilier, mais est-ce que c'est une question... J'ai pas assez développé la fiscalité, Raphaël. Je devrais... je pourrais te montrer, qu'il y a des choses, qu'il y a des structurations, effectivement, qui sont très efficaces au niveau de la fiscalité et qui, certaines fois, ne sont pas sujettes à. D'accord. Donc, non, mais bon, on va pas non plus dire n'importe quoi et puis on va pas se leurrer. Il y a une fiscalité qui existe en France et elle est effectivement moins importante à Hong Kong. Alors là, on compare déjà la bourse et l'immobilier dans ta question, donc intrinsèquement, ça reste quand même deux actifs qui sont différents. Je suis d'accord. Mais si on compare, entre guillemets, ce qui est comparable et compare le marché immobilier hongkongais au marché immobilier français, on a déjà un accès à ce marché qui est tout autre. À Hong Kong, on sait tous que les prix sont extrêmement élevés, mais au niveau aussi des liquidités nécessaires pour acheter un bien. C'est quoi le prix d'immobilier à Hong Kong ou le prix d'un achat immobilier Alors là, je répondrais... En dessous d'1 million d'euros, on a rien en gros déjà. 1 million d'euros, ça achète une toute petite surface. Ouais, on n'a pas grand-chose, ça c'est clair. Après, j'insiste sur... même si je travaille dans l'immobilier français, il y a plein de gens qui me disent alors le marché hongkongais, parlez-moi-en. Ça reste quand même deux marchés qui sont complètement différents. Donc à Hong Kong, je vis et je vis donc le marché immobilier pour y habiter et autres, mais très clairement, je ne le travaille pas et j'ai envie de dire, comme dans tout marché, cette question de combien... c'est tellement disparate comme marché. C'est valable pour Hong Kong, c'est valable pour la France, je pense que d'ailleurs c'est valable pour tous les pays. Il y a pas un prix en immobilier, ça va dépendre vraiment de la géolocalisation du bien. Et si on prend l'exemple de Hong Kong, entre un bien où on est ici à Centrale et un bien peut-être au fin fond des nouveaux territoires, il va y avoir un gap incommensurable au niveau du prix au mètre carré. Oui, clairement. Et après, il y a aussi une barrière à l'entrée au niveau il y a une taxe pour les... tant qu'on n'est pas résident permanent, c'est ça ? Ouais, exactement. Hongkongais. Ouais. Une taxe de je sais pas de combien de pourcents, mais bon, on est sur un marché qui est super cher et on rajoute une taxe un peu punitive quand on n'a pas passé 7 ans à Hong Kong pour avoir cette résidence permanente. Donc déjà, pour pas mal de gens, ça règle la question, quoi. Ouais, et puis c'est aussi des marchés qui sont différents, je pense, en termes de fluctuations. Par exemple, le marché hongkongais, c'est un marché qui est un marché beaucoup plus rentable que le marché français. Faut quand même faut se le dire. Tout comme, par exemple, quelqu'un qui va acheter en Asie, il va sûrement avoir un aspect rentabilité qui est supérieur. Mais la rentabilité est souvent liée à la notion de risque. Donc, on est quand même sur des marchés qui sont extrêmement fluctuants. Et qui sont beaucoup plus incertains. C'est d'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont là depuis des années, comme moi, ou toi, je sais que tu es aussi sur la zone depuis quelques années, un peu moins, c'est vrai. Mais moi, Hong Kong, j'ai pas beaucoup bougé, on va dire. Mais... Et qui se disent depuis des années, non mais j'achète pas Hong Kong parce si que ça va baisser. Si tu avais acheté il y a 14 ans Hong Kong, en fait, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Et non, parce que j'étais du genre à dire, ouais, ça va potentiellement... non, mais c'est pas possible que ça reste aussi haut, c'est pas possible que ça reste aussi haut. Puis en fait, c'est un marché qui est absolument... c'est dément, hein. Parce que j'ai eu plusieurs exemples, y compris en fait le propriétaire des bureaux où on se trouve maintenant, donc je vais pas te dire le nom de ces bureaux, mais le propriétaire qui est étranger, j'ai entendu dire qu'il avait fait quelques investissements immobiliers qui lui rapportaient plus que son coworking space qui maintenant est présent dans toute l'Asie et une belle réussite. Ouais. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu cette histoire de gens qui avaient acheté il y a peut-être 20 ans. Et c'est des telles prises de valeur, l'immobilier à Hong Kong, que même en étant des entrepreneurs qui avaient des boîtes avec 50, 100 personnes à côté, l'achat de 2-3 appartements leur avait rapporté plus que leur entreprise, quoi. Donc l'immobilier à Hong Kong, c'est... Ouais. Et c'est vrai que, bon, alors on attend toujours la chute, la soi-disant, j'ai envie de dire chute, mais effectivement, il y a eu le SRAS qui a fait une bonne correction, c'est ça ? Bon, le Covid s'est passé plus ou moins à travers. Bon, il y aura des corrections un jour ou l'autre, c'est pas possible, mais bon,
Ok, très bien. T'as pas mal de casquettes différentes. Ça pourrait être intéressant d'aborder. Alors, tu me dis, enfin, je vois que t'as la French Chamber Foundation, t'as aussi ton rôle avec la Chambre de commerce. Oui. Donc, la French Chamber Foundation n'a rien à voir avec la Chambre de commerce. Alors, rien à voir, peut-être pas. Rien à voir, puisque historiquement, donc déjà, la French Foundation, c'est une association, d'ailleurs, qui a été rebaptisée, qui s'appelle Make It Work. Et l'idée de cette association, c'est vraiment d'apporter un support à ce qu'on appelle les working poors de Hong Kong, donc les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'idée, c'est de leur apporter de l'aide pour gagner mieux leur vie à travers notamment le fait de trouver un meilleur travail et de s'élever un petit peu socialement via le travail. Donc l'association apporte de l'aide, j'ai envie de dire au quotidien, notamment là avec ce qui se passe à Hong Kong, ça peut être des aides qui sont très, des masques, voilà, mais l'idée intrinsèque de la fondation, c'est vraiment d'apporter un soutien au niveau de la réinsertion par le travail, en formant les personnes, en les aidant et en les accompagnant sur ce chemin, parce qu'il y a énormément, il y a des chiffres qui sont un peu alarmants par rapport au niveau, au seuil de pauvreté, au niveau des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et encore une fois, la relation avec la Chambre, c'est que initialement, c'était... D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises. Je pense qu'on a un président qui serait beaucoup plus apte et à même de raconter l'historique. Donc, je ne vais peut-être pas me lancer sur l'historique. Mais effectivement, ce n'est pas une association qui appartient à la Chambre de commerce. Mais par contre, il y a quand même des liens qui sont très, très forts avec la Chambre qui a vraiment initialisé au démarrage la création de cette association. Mais ça reste deux entités qui sont complètement indépendantes. D'accord. Et donc, c'est des personnes en difficulté à Hong Kong. Ça peut être des locaux, ça peut être des immigrés. C'est principalement des locaux d'ailleurs. D'accord, ouais. C'est vraiment des personnes qui sont déjà dans la société puisqu'elles elles travaillent ou en tout cas elles essayent de chercher un emploi. Et c'est vraiment une association qui est afin d'aider des personnes locales à améliorer encore une fois leur niveau de vie via l'insertion par le travail. D'accord, ouais. Et donc toi, ton rôle dans l'association On est, du coup, je suis au board, ce qu'on appelle au board donc, de cette association, avec un président qui fait tu peux peut-être citer son travail. nom ou... Puis, voilà, j'allais le faire en plus, Thierry Neveu, qui fait, donc c'est le président de cette fondation. Et l'idée, c'est qu'il y a un board d'une petite dizaine de personnes qui se réunit justement pour faire avancer les choses. L'idée, c'est que pour toucher ces personnes, on les rencontre à travers ce qu'on appelle des lunch clubs. Donc il y a des endroits à Hong Kong où des personnes peuvent bénéficier de lunch à des prix on va dire très attractifs. Donc déjà, ça leur permet de bien se restaurer et ça permet aux travailleurs sociaux de rentrer en contact avec eux et de les faire adhérer justement à ce programme de réinsertion. Donc ça passe par organiser des formations, ça passe par coordonner toute cette articulation avec les lunch clubs, ça passe par se faire mieux connaître, travailler sur la communication, travailler sur, bien évidemment, puisqu'il y a besoin de fonds sur les levées de fonds. Donc il y a ce petit groupe de travail qui travaille sur tous ces sujets pour faire avancer les choses. D'accord, très bien. Donc c'est Make It Work si on veut trouver plus d'informations. Make It Work, exactement. D'accord, ok, très bien. Make It Work, effectivement, c'est une association qui s'est aussi et qui s'appelle toujours French Foundation. Donc French Foundation / Make It Work. Ok, très bien. Et donc au niveau de la chambre de commerce de Hong Kong, la chambre de commerce française qui est assez réputée et très active dans la région, donc je vois que tu es présidente donc du comité entrepreneur et SMI, enfin PME en français. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ben oui, donc... J'imagine comme toute chambre de commerce, il y a des événements, on va dire, généraux et il y a ce qu'on appelle des comités. Mm-hmm. Donc on va dire que ce sont des groupes de travail à thème. Et l'idée, c'est effectivement d'organiser des réunions qui sont souvent articulées sur 2 heures autour de thèmes donc qui vont faire sens,
puisque c'est le comité SME, à cette communauté, on va dire, d'entrepreneurs ou managers de petites et moyennes entreprises. Donc ça va être très varié. Là, par exemple, le prochain, ça va être autour des entrepreneurs qui ont un business à Hong Kong et qui veulent éventuellement se développer, notamment à Singapour. Mais on va aborder des thèmes vraiment... le dernier en date, c'était tout un groupe de travail autour de ce qu'on appelle la Customer Loyalty. Donc on va dire tous des thèmes qui vont vraiment parler à ce public d'entrepreneurs. L'idée, c'est effectivement d'organiser des réunions de 2 heures sur des thèmes particuliers, avec un intervenant souvent qui a la casquette d'expert dans ce domaine-là, pour justement apporter une expertise sur le sujet. Et puis souvent on combine ça avec donc l'expert et puis la personne qui aurait vécu, on va dire, le sujet. Donc quelqu'un qui va être plus hands-on le sujet. Donc voilà. Et c'est qui typiquement, donc quel type d'entreprise on va trouver dans ce comité, et quelles sont les problématiques qui les intéressent au-delà des exemples que tu viens de citer? Mais on va retrouver à la fois effectivement des personnes qui ont la volonté de créer une société. On va bien évidemment retrouver des personnes qui l'ont fait et qui gèrent soit une société qu'ils ont créée, soit une société pour le compte de tiers. Et on a effectivement plus des SME, donc des PME, qui se sont lancés, qui ont grossi et qui ont donc des problématiques qui peuvent être diverses et variées. J'ai envie de dire, comme toute société, hein, ça peut être des problématiques au niveau du management, au niveau de l'expansion, au niveau d'une potentielle revente, au niveau de tout ce qui s'articule autour de la vie, on va dire, d'un entrepreneur et d'une société de manière générale. D'accord. Mais qu'on adapte, on va dire, aussi à la taille, puisque bien évidemment, quand on va être, quand on va gérer une petite société, on a les mêmes problématiques sûrement. Oui, la customer loyalty intéresse tout le monde. Voilà, on est d'accord. Mais on n'aura peut-être pas les mêmes moyens en tant qu'entrepreneur qu'un gros groupe. Donc l'idée, c'est aussi d'adapter un petit peu les sujets à la taille de l'entreprise et ses moyens. Bon, bien que petite entreprise ne veut pas dire une entreprise sans moyens, hein. C'est cela dit en passant. Mais... Est-ce que c'est un tissu d'entreprise qui a souffert du Covid cette année? Tu as une visibilité là-dessus? J'ai envie de dire... Oui et non. Enfin, je pense qu'on a tous un petit... Il y en a qui en bénéficient aussi. Dans le e-commerce, il y a certaines activités qui s'en tirent bien. Mais... Oui, très clairement. D'ailleurs, bon, ça n'a pas été une mauvaise année pour tout le monde, hein. Faut être honnête, mais je pense pas que c'est... Enfin, je pense que notamment à Hong Kong, où on a beaucoup de régulations autour notamment de tout ce qui est F&B et autres, c'est vrai qu'il y a des industries qui ont quand même beaucoup plus souffert de la situation que d'autres. Après, j'ai envie de dire, ça touche tout le monde, pareil, les grands groupes, les SMI et autres. Peut-être qu'un entrepreneur ou une petite structure galère peut-être un peu plus à passer la vague, mais j'ai envie de dire que l'impact, il est plus ciblé entreprise, enfin en tout cas, comment dirais-je, le luxe, le retail, parce qu'en Hong Kong, il y a bien évidemment le virus, mais on a aussi on a quand même une situation politique qui n'est pas des plus stables et qui a aussi fait mal à des gens qui étaient dans le retail, par exemple. Donc, moi le premier. Voilà. Donc voilà. Je pense que c'est une situation qui touche tous, y compris, j'ai envie de dire, les SMI. Non, c'est très clair. Pour conclure cet épisode, je vais te poser la question signature. Donc toi, tu as un profil un peu particulier parce que tu n'es pas rentré sur des marchés asiatiques comme d'autres personnes qui vont attaquer le marché chinois. Tu t'adresses plus à des étrangers mais qui habitent en Asie, mais tu as toute cette expérience entrepreneuriale en Asie. Mais donc la question, c'est est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie ? Une astuce pour hacker l'Asie, je dirais plus que je me suis bien fondue dans la masse. Alors je sais pas si on peut dire que c'est plus l'Asie qui m'a hacké, mais tu retournes la question. Hein. Mais non, c'est intéressant. Vas-y. Non, mais je trouve que c'est une zone qui est assez intéressante, dans laquelle évoluer. Je trouve que c'est encore une société qui travaille, qui est vraiment axée sur la méritocratie plutôt que voilà,
je sais pas, le carcan études ou autre. Et je trouve que c'est une société qui est finalement assez ouverte, où on se reprend, par exemple. Il y a une dynamique, il y a une énergie qui est assez intéressante, et quand on rentre dedans, je trouve qu'on peut faire des jolies choses et évoluer. Ce que je comprends entre les lignes, donc l'Asie t'a hacké, l'Asie quelque part t'a changé. Peut-être que ce profil entrepreneur que tu as maintenant, tu l'as grâce à l'Asie, c'est ça que tu veux dire ou... Alors, il m'a changé. Alors oui, il m'a changé sûrement sur ce profil entrepreneur. Après, en tant qu'humaine, bon, forcément, je ne sais pas si l'Asie m'a complètement changé. Je pense que j'avais quand même une base. Oui, forcément un petit peu quand on... Mais je dirais que toutes les expériences, et j'aurais passé potentiellement 14 ans ailleurs, forcément toute expérience nous fait évoluer. Mais par contre, effectivement, cet esprit entrepreneurial, je pense que c'est vraiment l'Asie qui me l'a donné et qui me l'a offert, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un joli chemin, c'est une jolie expérience, et effectivement tout ce dynamisme, tous ces gens que l'on rencontre, toute cette absence de barrières au niveau social, au niveau, encore une fois, des personnes que l'on peut rencontrer et autres, je trouve que ça donne une force. D'accord, très bien. Donc l'Asie m'a hacké, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!